Véronique, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci à Anne Lacoste et à l'Institut pour la photo de me donner l'occasion aujourd'hui d'introduire le travail de deux artistes, dont une artiste qu'on a la chance de présenter actuellement au CRP. Alors il est vrai que cette journée nous a permis d'appréhender différents usages et statuts des archives photographiques, plus largement iconographiques, y compris ceux qu'en font les artistes. Et c'est précisément dans ce cadre artistique que je souhaite situer mon intervention autour du corpus d'images dites d'archives, constituant traditionnellement la matière des historiens, leurs sources, aux côtés des écrits bien sûr, mais qui, pris en main par des artistes, mis en relation dans une approche plastique, les éclairent différemment et participent de l'histoire sociale et politique de nos sociétés. Je partirai des recherches menées par les artistes Yegnié Fix et Katia Camelli, dont les œuvres se nourrissent et s'appuient sur des sources iconographiques diverses. Images vernaculaires, photos de presse, cartes postales, affiches, reproductions de photos d'actualité dans des ouvrages. Je m'appuierai sur leur travail pour examiner la résurgence très forte dans les pratiques artistiques actuelles d'un goût pour l'histoire, traduisant un engagement social et politique des artistes, souvent, et voir comment ces pratiques déplacent, voire perturbent les récits dominants sur des faits historiques auxquels elles s'intéressent. Ces deux recherches présentent des similitudes dans leur stratégie formelle pour incarner, évoquer des histoires et le sujet d'histoire qui les intéresse. Yegnié Fix, artiste américain d'origine russe, explore les relations complexes et contradictoires de la Russie aux États-Unis. Katia Camelli, d'origine franco-algérienne, s'intéresse à l'histoire coloniale et post-coloniale de ces deux pays. Mais si vous me le permettez, j'aimerais commencer par des considérations plus générales qui nous amèneront au sujet des artistes face à l'histoire et à l'usage qu'ils font d'images d'époque, de photos récupérées, glanées, en revenant aussi sur la généalogie de mon intérêt pour ce sujet. En effet, des recherches que j'ai menées sur les formes d'engagement artistique dans l'espace public, comme le rappelait Véronique en introduction, en comparant différents contextes en Europe et aux États-Unis notamment, je suis naturellement passée à un questionnement plus large sur le rapport de l'artiste à la chose publique, res publica, et plus spécifiquement sur la façon dont les pratiques artistiques dans la cité nous poussent à repenser l'esthétique. C'est un sujet très vaste évidemment et ambitieux. Aussi pour l'aborder, il faut trouver, en s'appuyant sur le travail des artistes, des entrées spécifiques qui l'éclairent. Et c'est l'angle historique qui s'est imposé à moi pour tenter de comprendre les rapports qu'entretiennent aujourd'hui l'esthétique et le politique. D'abord, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'art, il est tout à fait intéressant de porter un regard rétrospectif sur les formes artistiques dites engagées. La notion d'engagement évidemment politique dans l'art ne date pas d'hier, elle est même peut-être même inhérente à lui. Sans doute apparaît-elle et se cristallise-t-elle dans l'histoire plus fortement au moment de tensions sociales ou de crises très graves comme des conflits mondiaux. Et aujourd'hui, dans les contextes de crises graves que nous traversons, de nombreux artistes s'appuient sur un contexte social et politique qui nourrit, voire détermine leur œuvre. L'on parle en effet aujourd'hui d'un retour très fort du politique dans l'art. Parallèlement, on assiste à la présence aussi des sciences humaines. L'ethnologie, l'anthropologie nourrissent les discours et les formes artistiques elles-mêmes. L'histoire aussi en tant que discipline, bien sûr et de façon évidente. L'histoire produit un récit sur nos sociétés. Elle est la construction d'une image du passé, tout comme l'art produit du récit, des histoires. Écrire l'histoire et écrire des histoires relèvent du même régime de vérité, nous dit Jacques Rancière. À travers son histoire de l'art, on peut lire l'histoire politique et sociale d'un pays. Les œuvres nous donnent en effet à voir comment les idées donnent naissance à des formes et s'incarnent en elles, et comment les formes elles-mêmes peuvent aussi détourner les idées et les distordre. Certains artistes, à travers leur travail, remettent en perspective l'histoire de l'art et essaient de comprendre ces mécanismes de construction. L'histoire de l'art, l'histoire des images, s'est construite avec et contre l'histoire géopolitique. Et c'est la dualité de cet héritage qui nourrit le travail d'artistes comme Yegnié Fix ou Katia Camelli, dont j'aimerais introduire aujourd'hui le travail. Ainsi, les questions qui guideront cette présentation sont les suivantes. En quoi cet intérêt très fort pour l'histoire, qui est l'expression d'un engagement, imprègne et détermine, renouvelle les formes artistiques plastiques? Quand l'artiste fait œuvre d'historien, quel est le régime de visibilité et d'intelligibilité de son œuvre plastique? J'ai choisi d'articuler cette réflexion au travail de Yegnié Fix. Qui est un artiste, comme je vous le disais, russo-américain,
dont l'œuvre repose sur une histoire particulière, je vous le disais, celle des relations du bloc soviétique aux États-Unis. Elle-même attachée à son histoire personnelle et à sa condition de post-soviet artiste, comme il aime à le dire. Cet artiste s'attache à rendre visible une micro-histoire, une infra-histoire, une histoire en marge de l'histoire officielle, underground, une histoire des minorités. Il s'intéresse à des aspects de l'histoire oubliés, non traités, voire gênantes par rapport aux récits dominants. Il les perturbe, ces récits dominants, à travers une approche conceptuelle ou interventionniste, prenant la posture d'un activiste historique. Je me permets de le citer, de reprendre son statement. « Mon travail est inspiré par l'effondrement du bloc soviétique. Je me suis intéressée à la découverte de récits micro-historiques réprimés qui mettent en lumière les relations complexes entre l'histoire sociale de l'Occident et de la Russie au XXe siècle. Je préconise une sorte de nostalgie critique par laquelle le travail de la mémoire devient un outil pour exposer et identifier les divergences du passé et du présent. Assumer la responsabilité de son histoire, c'est retrouver l'esprit critique envers et dans cette histoire. Les tactiques interventionnistes en art, normalement appliquées à l'espace social physique, peuvent et doivent être appliquées efficacement à l'histoire. En ce qui concerne mon travail, approcher l'histoire par des tactiques interventionnistes, c'est découvrir et exposer des histoires réprimées et scruter les récits historiques généralement acceptés. Je considère l'activisme dans la discipline de l'histoire comme la formation d'une base de connaissances parallèles ou alternatives, dont la formation commence par la collecte de données historiques radicales et essentiellement de documents iconographiques, comme à travers cette première série, qui est une série inaugurale dans son travail, qui s'appelle Song of Russia. Cette série d'huile sur toile se réfère au film hollywoodien sur la Russie, réalisé de 1943 à 1944 sur injonction du président Roosevelt, dans l'optique d'influencer l'opinion du public américain à l'égard de l'URSS. Ainsi, les films North Star ou comme ici Song of Russia, qui sont produits par la Metro-Goldwyn-Mayer, ainsi qu'un autre film Mission to Moscow, furent essentiellement des outils de propagande pro-soviétique produits par Hollywood. Ces trois films que j'évoque présentent de façon enjolivée et folklorique la Russie à l'époque de Staline et correspondent parfaitement, tant par la forme que par le fond, à l'esthétique et à la rhétorique du réalisme socialiste de Staline des années 30 et 40. La particularité de ces films est qu'ils ont été produits aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, autrement dit, après l'hystérie anti-soviétique qui suivit la Révolution d'octobre et avant la guerre froide, comme une courte parenthèse. La production de tels films fut autorisée uniquement en 1943 et 1944, années au cours desquelles les objectifs de propagande américaine et soviétique coïncident évidemment dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale et de la lutte contre le nazisme. Le projet Song of Russia reflète ce chapitre oublié de l'histoire du cinéma américain et évoque aussi l'artificialité du processus de construction de l'ennemi. Ces films furent d'autant plus intéressants après la Seconde Guerre mondiale car à l'époque du macartisme et de la chasse aux sorcières au Congrès américain, ils deviennent précisément des objets qui sont examinés par les commissions spéciales des activités anti-américaines et sur le noyautage communiste à Hollywood. Et ces mêmes réalisateurs à qui on avait demandé de produire ces films sont mis dans des listes noires et doivent répondre de ces productions sans qu'on puisse retracer l'injonction officielle qui leur a été faite par Roosevelt. Je vous en montre quelques images un peu rapidement de ces trois films. Donc je disais, une image évidemment, des images un peu folkloriques, aussi de la participation à l'effort de guerre des populations. En fait, ces arrêts sur images pictoraux, ces images de cinéma mettent en lumière ces manipulations d'images pour influencer les esprits à fin de propagande. Ce sont des images qui sont pure construction d'une Russie, comme je le disais, folklorique, et alliée dans le cadre de cette guerre. Et c'est par un angle culturel, des images de cinéma, qui se mue tout d'un coup en peinture d'histoire, que Fix nous ouvre un épisode méconnu de cette longue et complexe relation des États-Unis à la Russie avant la guerre froide.
Alors, tout le corpus d'œuvres de Yegné est absolument passionnant, mais j'ai choisi de vous présenter deux travaux qui me semblent assez édifiants, et donc je vais enchaîner avec un autre travail. Plus récent, celui-là. Je vous invite évidemment à vous balader si vous êtes intéressé sur le site. Alors pour ce second projet que j'aimerais évoquer, Fix a recueilli des cartes postales produites par des maisons d'édition officielles de l'époque soviétique, illustrant d'importants sites politiques ou culturels de Moscou. Cela inclut le monument Marx sur la place Stervlov, pour ceux qui connaissent Moscou, le théâtre du Bolchoï, le musée Lénine. Mais à l'époque soviétique, ce qu'on ne sait pas, je vous montre un petit peu la teneur de ces cartes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ces sites fonctionnaient également de manière secrète en tant que lieu de croisière gay, des plechkas en argot gay russe. Les cartes postales de l'époque soviétique publiées par les différents États qui constituaient le bloc soviétique ne disent évidemment rien de cette fonction secrète qu'avaient aussi ces lieux. Et en avril 2013, Fix invite des militants des mouvements LGBT à Moscou à écrire des messages dans le passé, messages into the past, au verso de ces anciennes cartes postales et à informer finalement sur les conditions réelles d'un homosexuel à l'époque soviétique et sur l'activisme actuel de la communauté LGBT à Moscou. Alors, je ne pourrais pas vous traduire les messages, malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette série de cartes postales, finalement, relie l'histoire d'invisibilité et de répression de la communauté gay de l'époque soviétique à l'activisme LGBT d'aujourd'hui. Le projet conceptualise la transformation de ces places secrètes du passé soviétique en sites d'action politique. Ainsi, les cartes postales officielles de l'ère soviétique sont subverties rétroactivement et deviennent un contre-monument à l'invisibilité et à la répression de l'ère soviétique, tout en reconnaissant un activisme visible des LGBT, malgré les formes malheureusement de répression qui demeurent toujours en Russie aujourd'hui. Comme installation, ces cartes postales agissent comme des signes de protestation. Ainsi, l'intime devient politique. Ici, Fix s'appuie sur ces images touristiques vernaculaires d'époque pour mettre en lumière une histoire à faire, celle des minorités en Russie, et convoquer leur mémoire tout en disant quelque chose de la situation actuelle de ces minorités dans le pays. Prenant également à rebours du temps cette matière des historiens, que sont les correspondances intimes des populations pour écrire l'histoire sociale et culturelle d'un pays. J'aurais aimé vous introduire un peu plus de son travail, qui est tout à fait passionnant et édifiant, mais j'aimerais aussi vous parler du travail de Katia Camélie, avec cette série de cartes postales qui me permet de faire une transition vers le travail de cet artiste que nous présentons actuellement au CRP. Je fais la transition. Pardon que le micro, c'est pas très pratique de se baisser et de revenir. Voilà, alors je vous le disais. Je veux dire si on peut le baisser, c'est magnifique. Ça va mieux ? Ouais. Si on peut le baisser, ouais, comme ça j'arriverai à faire les deux en même temps, merci. Voilà, donc Katia Camélie, avec l'exposition monographique à l'ombre de l'étoile et du croissant, que nous avons la chance de présenter jusqu'au 25 novembre au CRP, à Douchy-les-Mines. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le CRP, c'est à 60 km au sud de Lille. Et je vais introduire l'exposition avec quelques vues et quelques images, mais le mieux, c'est encore de venir la voir. Donc, je vous y encourage si vous le pouvez. Alors, nous avons produit avec Katia Camélie des nouvelles œuvres, et notamment une série. Je vous montre une première vue d'expo qui s'appelle « Soyez les bienvenus », qui est en fait une composition de cartes postales qui date des années 50 aux années 80 à peu près, donc, et qui évoque l'histoire algérienne.
Ici, retraçant en creux une histoire algérienne aujourd'hui encore difficile à écrire dans sa relation avec la France et à restituer dans toute sa complexité et ambivalence, tant les images d'histoire sont encore des objets d'instrumentalisation par le pouvoir en place pour dire une histoire officielle depuis l'indépendance en 62 et construire un roman national, terme qui revient d'ailleurs aujourd'hui à la mode, réinvesti en force dans nos sociétés. Donc elles sont aussi... Voilà, une composition d'images de différentes natures, je le disais, qui sont autant des images d'actualité de l'époque que des images de tourisme, de plage, et des visions aussi orientalisantes de cartes postales plus anciennes pour les plus anciennes. Et donc elle a créé ces compositions en les articulant autour de thématiques. Par exemple, la question de la femme dans la société algérienne à travers différentes époques, comme avec cette composition, où l'on voit à la fois la projection orientalisante des Français avant leur arrivée, sur les femmes algériennes, mais également les femmes algériennes et leur investissement dans le combat du FLN au milieu, avec ces trois poseuses de bombes. Donc différentes entrées thématiques. Alors vous ne le voyez pas bien ici, on le voit mieux ici, mais ces cartes postales qui ont fait l'objet de composition sont posées sur des jaquettes de manuels d'histoire que Katia Kameli a récupérées en Algérie, qui sont des manuels d'histoire des années, je crois, 70-80. Donc vous avez cet écran qui est en fait un peu une sorte de making-of de la manière dont elle a composé ces images. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce fil d'images, évidemment, quand on retire une image, c'est tout un ensemble de lectures qui peuvent se modifier, tout comme le fil de l'histoire se modifie, et qui renvoie aussi à toutes les images manquantes, occultées, qui disent quelque chose de ces mémoires encore une fois parcellaires. Et cette tentative, en fait, c'est une tentative en fait à travers la pluralité de ces tableaux de rendre visible l'ensemble de ces mémoires. Alors le point de départ de cette série, soyez les bienvenus. Donc, je vous disais la jaquette. Le point de départ, ce sont de films. Donc il faut savoir que Katia Kameli développe un travail de film, d'installation et de photographie pour le CRP. Mais le point de départ, ce sont deux films, enfin, qui forment un seul et même ensemble, que sont le roman algérien, chapitre 1 et chapitre 2. Alors, ces films datant de 2016 et 2017 reviennent sur l'histoire d'un lieu à Alger, qui est un kiosque d'images qui est toujours installé sur une des places principales d'Alger, et qui est un lieu très populaire où un certain nombre, où les habitants viennent acheter des cartes postales, comme je le disais, de différentes époques, qui disent quelque chose de cette histoire algérienne qui, encore une fois, dans l'accès aux archives, est encore extrêmement complexe. Donc, c'est une manière aussi, de façon très populaire, de se réapproprier sa propre histoire. Alors là, vous avez ces trois jeunes gens qui regardent ces images. Sur la gauche, ce sont essentiellement des images de la grande époque post-indépendance, post-62, où l'Algérie devient un haut lieu de rencontres pour tous les grands leaders de gauche mondiaux et une place modèle pour l'autodétermination des peuples et l'indépendance. Donc, Katia Kameli filme ce kiosque et demande à des philosophes algériens, des historiens, d'expliquer leur rapport aussi à ces images et à l'usage que font aussi les Algériens de la place qu'a ce kiosque dans leur vie. Donc ça, c'est l'objet du premier chapitre. J'ai choisi de ne pas vous montrer d'extrait. Les films durent plus de 16 minutes et je pense que ce ne serait pas leur rendre hommage. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de les regarder. Alors, ils sont en ligne sur Vimeo, je crois accessibles si jamais. Le chapitre 2, c'est en fait une sorte de retour sur le chapitre 1. En fait, Katia
à monter les rushs du chapitre 1 qu'elle a choisi de ne pas mettre dans ce premier film. Et donc ces rushs sont donnés à voir notamment à Marie-Josée Monzin, qui est cette grande philosophe sémiologue française, qui connaît bien l'histoire algérienne puisqu'elle-même a vécu en Algérie pendant l'époque coloniale, avant l'indépendance. Et finalement, elle revient sur le pouvoir des images, le rôle des images, la manière dont elles sont instrumentalisées, la manière dont, effectivement, encore une fois, ces images, l'intertexte entre les images, parlant d'une notion qui est l'invu, l'interstice entre les images entre les images. Donc, il y a aussi également une autre historienne algérienne qui intervient sur cet invu. Et puis je voulais aussi vous parler de cette pièce qui est un peu emblématique, qui ouvre l'exposition, Memory Lapse, trou de mémoire, et qui est absolument emblématique aussi de la démarche de Katia Kameli. Alors vous avez ici le monument d'Issiakem, qui est un monument qui date de 1976 et qui a été édifié au moment des Jeux panafricains commandés par le gouvernement, à la mémoire des combattants du FLN et des moudjahidines de la guerre d'indépendance. Vous voyez ces points se libérer des chaînes coloniales. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce monument recouvre un autre monument. Et cette seconde pièce le donne à voir avec cet accordéon de carte postale d'avant l'édification du monument d'Issiakem qui donne effectivement le monument qui préexiste. Alors ce monument qui préexiste, c'est évidemment un monument de l'époque coloniale qui date de 1928 et qui est l'œuvre d'un sculpteur très connu, Landowski, qui a fait l'Arc de Triomphe et le pain de sucre à Rio. Et donc c'était un monument, vous ne le voyez pas très bien là, mais c'est un monument néoclassique. Et là, à la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale, vous savez que les Algériens ont aussi payé un lourd tribut à ce premier conflit mondial aux côtés des Français. Donc c'est un monument à la mémoire des combattants de la Première Guerre. Et Issiakem, quand la commande lui est passée de recouvrir ce monument, d'effacer ces traces de l'histoire coloniale à Alger, finalement refuse de le faire et trouve une ruse pour ne pas détruire ce monument qui a une valeur aussi esthétique et qui dit aussi quelque chose de ses mémoires qu'il va falloir bien un jour affronter. Donc de nuit, il fait poser un coffrage sur ce monument qui va rester et il semblerait que les Algériens qui n'ont pas assisté à cela ont oublié qu'il y avait ce monument en dessous et qu'il n'avait pas été détruit. C'est dans les années 90 apparemment, quand le monument se dégrade actuel, que l'on voit s'effriter, que réapparaît petit à petit cette histoire et ce monument. Et je trouve que c'est une pièce évidemment absolument emblématique de ces recouvrements d'histoire, de cette réécriture des histoires et aussi de tout le mal que ça peut faire de ne pas encore une fois, essayer de considérer toutes ces mémoires dans toute leur complexité et dans leur ambivalence. Il y a aussi dans cette exposition une figure tutélaire pour Katia, qui est ce grand cinéaste que vous devez connaître, René Vauthier, que vous voyez ici à l'écran, avec le film déjà Le sang de mai ensemencé novembre, que Katia a choisi de montrer dans l'exposition, dans un format plus court qu'elle a remonté. Alors évidemment, le sang de mai, c'est le massacre de Sétif. Et novembre, ce sont novembre 53, donc mai 42, novembre 53, les premières insurrections à Alger. René Vauthier, lui, part dès le milieu des années 50 rejoindre le FLN et en produit finalement, les suit et produit les premières images de leur engagement, de leur combat. Donc c'est un Français qui va livrer les premières images du FLN, puis il va avoir une destinée assez
romanesque, puisque évidemment il a trahi du côté français et on ne lui fait pas confiance du côté algérien. Il fuit en Tunisie et il reviendra au début des années 80 à Alger, au moment de ce film, pour fonder d'ailleurs la première école de cinéma à Alger. Et donc tout le projet de René Vauthier, c'est justement d'interroger ces mémoires et cette histoire en train de s'écrire du côté français et du côté algérien, sachant que chacun écrit l'histoire de son côté et retient ce qu'il a aussi envie de retenir et de transmettre. Et je vous engage vraiment à regarder le film. Et d'ailleurs, ici même, le 5 novembre au Frénois, nous aurons la chance de pouvoir le présenter dans son intégralité. Merci aux Frénois de nous accueillir, donc 5 novembre à 19h, en présence de Katia Camelli et de Louisette Faregno, que vous devez bien connaître, qui est aussi une historienne du cinéma et qui connaît bien l'œuvre de René Vauthier. Donc oui, le projet de René Vauthier, c'est déjà en 82 de dire qu'il est tout à fait nécessaire d'examiner cette histoire franco-algérienne dans tous ses aspects et de croiser ses mémoires pour peut-être espérer les réparer. Voilà. En guise de conclusion, donc ces artistes qui se saisissent de ce corpus iconographique, ici, qui ne sont pas toujours encore reconnus forcément comme des documents d'archives officiels inventoriés en bonne et due forme dans des fonds, mais qui sont des archives aussi en devenir, ne prétendent pas produire des récits dominants et remplacer le nécessaire travail d'histoire des historiens, mais en déplaçant certains de leurs objets dans le champ visuel, ils ouvrent de nouvelles perspectives et quelquefois de nouvelles voies. Ils ouvrent en tout cas un espace critique nécessaire dans notre société. Ces archives en devenir agissent pour eux comme un outil de production de connaissances, quand dans certains contextes, l'accès aux archives officielles ne permet pas aux historiens de faire leur travail dans de bonnes conditions. Je lisais encore hier un article rapportant le propos d'une historienne, chercheuse au CNRS, Sylvie Thénault, sur la guerre d'Algérie, disant que la question des archives et de leur partage reste un point de tension forte entre les deux pays. Partage qui reste, selon elle, la seule condition pour régler les tensions mémorielles. Je vous remercie. Juste vous livrer quelques ouvrages en termes de bibliographie sur cette question de l'art et l'histoire. On a parlé d'Archives Fever. Je vous engage aussi à compulser ce magnifique travail Inter-Archives coordonné par Hans-Peter Fellman, je crois, en 2002. Je vous renvoie aussi à l'article de Ilsen Abou et de Clément Chéroux, L'histoire par la photographie, paru en 2001 dans cette revue en ligne extrêmement précieuse qui est l'étude photographique. Je vous renvoie également à cette exposition en 2007 au Jeu de Paume, événement, et les images comme moteur de l'histoire.